Ce matin, conversation en français avec Karel Méran qui, en quelque sorte, nous accueille chez lui. Je vais l'inviter sur scène dans quelques minutes. Mais avant, j'aimerais inviter Maude de Ulex. Je veux remercier Ulex qui nous permettent de vous offrir ce matin café, viennoiserie et l'espace ici. Des événements comme ça demande de la logistique, du budget et des bons partenaires du soutien. Merci, Maude. Je regardais ça récemment, puis je ne sais pas si vous avez vu l'article de la presse qui est paru à peu près à la même date l'année passée. Il y a 48,2 % du PIB au Québec qui est produit par des petites entreprises. Fait que là, on parle de 1 à 500 employés. Et ça, c'est plus même que les grandes entreprises au Québec. Les grandes entreprises, là, en comparaison, c'est 44,7 %. Ça représente, là, les petites entreprises au Québec, 280 000 entreprises environ, ce qui est quand même énorme pour la population que nous sommes. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les entreprises de 1 à 99 employés ont généré le tiers du PIB du Québec. Fait que ce que ça veut dire, en fait, c'est que les petites entreprises au Québec, c'est vraiment un impact immense que ça peut avoir sur la société québécoise, non seulement financièrement, mais aussi dans leurs initiatives. De notre côté, Ulex, on est un cabinet d'avocats. On va célébrer nos 10 ans cette année, puis ça m'a amené beaucoup à réfléchir à qu'est-ce qu'on peut léguer. Tu sais, qu'est-ce que c'est bien là, d'avoir créé une entreprise et tout ça, puis de bien traiter les gens et tout. Mais à la fin, là, quand tu pars à la retraite, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu as pu faire de plus pour la société? Donc, de notre côté, ce qu'on a fait, c'est créer une entreprise ce qui se voulait un peu une entreprise horizontale avec podcast social, là, où tout le monde était traité équitablement, où on travaillait juste avec des entreprises dans lesquelles on croyait, des entreprises qui avaient des valeurs similaires aux nôtres. Puis j'imagine que si vous êtes ici ce matin, c'est parce que vous avez un peu la même réflexion de vous dire, qu'est-ce qu'on peut léguer aussi, qu'est-ce que, comme entrepreneur ou comme investisseur, vous pouvez léguer après à la société, comment vous pouvez en faire plus. Donc, on est super enchantés, merci de pouvoir participer à cet événement avec vous. L'initiative de Civic, je pense que c'est nécessaire, puis ce que ça démontre, c'est que non seulement c'est nécessaire, mais c'est possible aussi. Et le fait que, il y a Karel Méran aussi, c'est un honneur de parler avant vous, en plus. Donc, voilà. Puis, voilà. Vous voyez, là, ce qu'on fait. Droit des affaires. Voilà, je vais faire ça vite. Puis essentiellement, on encourage les entreprises québécoises, en fait, à prospérer. Donc, on les accompagne dans tous leurs besoins en droit des affaires, que ce soit au Québec ou à l'international. On encourage aussi les entreprises internationales à s'établir ici. Mais le grand luxe qu'on a, c'est qu'on travaille juste avec les gentils. Les vilains, on les aime pas. Alors voilà, fait que merci beaucoup pour l'invitation. Oui, merci. Merci, Maude. C'est un privilège de pouvoir choisir ses alliés. On avait une belle diapo avec la photo et tout. Et j'ai même un clicker dans les mains dont je ne me suis pas servi. Bon, je vais en profiter pour inviter Karel à se joindre à nous. Merci, Karel, de nous accueillir dans cette maison philanthropique Notman. Oui, celui-ci, c'est pour les speakers, puis celui-ci, c'est pour la caméra. Fait que deux, on est bon. On n'a pas... on a un petit setup bootstrappé ce matin. Merci à Kevin de Fulco là, qui nous aide avec la prise de vidéo. Ça pourra être rediffusé sur Internet pour tous vos amis qui vont vous dire « J'aurais donc aimé ça être là ce jeudi matin pluvieux d'automne ». Karel, tu es arrivé à la Fondation Trottier récemment. On peut peut-être commencer par... Parle-nous un peu de qu'est-ce que c'est la Fondation familiale Trottier, puis qu'est-ce qui t'amène ici aussi? Mon Dieu, oui. Ça a fait 2 mois samedi. J'ai l'impression que ça en fait 6 déjà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas la Fondation familiale Trottier, c'est une fondation, une des grandes fondations au Québec, une des grandes au Canada, qui a été particulièrement connue parce que c'est une des fondations les plus engagées sur la question du climat. On a un pledge de verser 150 millions en subventions sur le climat de 2023 à 2030. Alors, c'est un énorme défi, parce qu'avec autant de ressources, on ne peut pas se permettre de se tromper. Donc, ce qui m'a attiré, moi, à la Fondation Trottier, d'abord, je connais la famille depuis longtemps. Ce qui est très drôle, c'est que Sylvie Trottier a été ma première stagiaire quand j'ai démarré la Fondation David Suzuki au Québec, il y a
Jadis, oui. Ouais. Et donc, puis les trottiers ont financé certains des projets. J'ai travaillé beaucoup avec Éric Saint-Pierre. Donc, puis l'équipe qui est en place, c'est aussi des gens avec qui j'ai travaillé. J'ai 2 anciens collègues de la Fondation David Suzuki. D'ailleurs, récemment, on était dans un événement à Ottawa, puis au lieu de dire TFF pour Trottier Family Foundation, j'ai dit DSF pour David Suzuki. Puis on était les 3 là. Donc, c'est un... En plus de ça, il y a 2 autres fondations qui appartiennent à la famille. Une qui est sur la démocratie, qui s'appelle Euphrosine, l'autre qui est plus sur les modèles économiques, qui s'appelle Dents de Lion. C'est une famille qui a des valeurs très fortes sur l'intégrité de la science, sur les questions de justice sociale, justice fiscale aussi, sur la question du climat. Donc, c'est une fondation qui a, comme je dirais, des valeurs fortes. Tu ne vas pas travailler pour une famille si cette famille-là, elle ne rejoint pas ce que tu as le goût d'accomplir, parce que sinon... ça va être difficile, tu sais. Alors, moi, je me considère vraiment, vraiment chanceux d'avoir ce poste-là aujourd'hui. Puis, tu sais, c'était comme un no-brainer pour moi. C'était, tu sais, quand j'ai vu qu'Éric partait en politique. D'ailleurs, j'avais dit en joke à Éric Saint-Pierre, on avait pris un verre de vin il y a 1 an, puis il disait, tu sais, je pense que je vais peut-être aller en politique. Puis, j'étais comme, hey, je vais aller faire ta job. Mais c'était une blague, tu sais. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention aux blagues qu'on fait, tu sais. Fait que c'est arrivé. Puis, pour ceux qui ne savent pas, Lorne Trottier, entrepreneur technologique qui a fondé Matrox, à l'époque où moi on sortait des bancs d'école, mon frère est allé travailler chez Matrox, à peu près tous les ingénieurs de Montréal allaient travailler chez Matrox, c'était une des grandes compagnies technologiques. Je dis souvent dans un écosystème, si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe, puis c'est quoi la santé d'un écosystème, allez voir le nom des personnes sur les buildings. Fait que si vous marchez une coupe de coin de rue, vous allez trouver le building Trottier dans le campus de McGill, qui est là depuis plusieurs années, qui est le building d'ingénierie, justement. Mais je ne veux pas vous parler de technologie ce matin, je veux plus vous parler de philanthropie, puis je trouvais ça... peut-être parler un peu de ce que tu as accompli à la Fondation du Grand Montréal. Moi, j'ai été très impressionné par le virage d'investissement d'impact que vous avez fait à la Fondation du Grand Montréal. Tu peux nous parler un petit peu de la genèse puis de qu'est-ce que vous avez réussi à accomplir? Oui, d'ailleurs, c'était les 25 ans de la Fondation du Grand Montréal. Hier soir, il y avait un événement, donc je suis retourné voir toute la gang là-bas, puis j'étais vraiment content de savoir que non seulement ils poursuivent l'engagement envers l'investissement d'impact, mais sont en train de l'accélérer, ils mettent des ressources derrière. Tu sais, quand tu pars d'une organisation puis tu as eu comme une grande idée, tu as toujours peur que la grande idée elle tombe à plat. Je vais vous conter comme le cheminement mental que j'ai fait. OK? C'est que quand je suis arrivé à la Fondation du Grand Montréal, la Fondation du Grand Montréal, c'est une fondation communautaire, donc c'est une fondation qui a très peu d'actifs qui sont les siens elle-même. C'est 800 fonds philanthropiques, qu'on appelle des Donor Advised Funds ou des fonds orientés par le donateur. Et ces fonds-là, donc la Fondation, elle les administre, puis ensuite elle verse des subventions en fonction des recommandations des donateurs qui créent les fonds. Et donc, la Fondation verse 1,5 million de ses propres subventions qu'elle contrôle annuellement. Mais 20 millions de subventions ou 15 millions de subventions, donc sur l'ensemble des fonds. Donc, on contrôlait juste 1,5 million, mais on avait un demi-milliard d'actifs. Puis ça, c'était un aspect pour moi qui me dérangeait. Structurellement, tu sais, on avait peu de moyens d'agir, mais on avait beaucoup de capitaux. La deuxième chose, c'est que en ce moment, le marché des dons, des fonds orientés par les donateurs, c'est beaucoup des gens donc qui sont déjà dans des banques. Les banques ont des tu sais, ils donnent tous les services fiscaux, puis les services, si tu vends ton entreprise, ils vont tout organiser ça. Puis là, tu vas dire, hey, j'aimerais ça avoir une fondation. Ils vont te créer ton fonds orienté par le donateur. Ils ont des fondations associées. Et donc, 90% du marché, peut-être, on ne le sait pas parce que c'est très obscur, mais va dans les banques. Et là, je me trouvais, moi, essayer de convaincre des gens, tu sais, de leur vendre un produit. Tu sais, si vous mettez de l'essence, vous souvenez-vous, vous avez mis de l'essence, c'est-tu Shell, c'est-tu Esso, c'est-tu, tu sais, c'est de l'essence, c'est de l'essence. Un fonds orienté par le donateur, c'est un fonds orienté par le donateur. Donc, moi, je me disais, il faut qu'on soit capable d'arriver avec une proposition qui ajoute de la valeur à un fonds orienté par le donateur. Puis cette proposition-là, c'est ton capital travaille dans le même sens que tes subventions philanthropiques. Donc, il faut faire travailler... Il y avait cette déconnexion-là, un peu par défaut. Fait que, tu sais, j'avais 2 idées. Un, c'est de nous différencier puis d'ajouter de la valeur à notre offre. Mais 2 aussi, c'était de faire en sorte que, comme fondation, comme on avait peu de levier financier du côté des subventions, qu'on puisse utiliser notre bras de capital, donc d'investissement.
Et là, à un moment donné, j'allais à un événement à l'Assemblée nationale à Québec, puis je marchais avec quelqu'un de Fonds d'Action, je ne sais plus qui, puis à un moment donné, j'ai eu un flash, j'ai fait comme un fonds de travailleurs en philanthropie. Donc, la proposition étant, les fonds de travailleurs, à l'époque, ça a été créé pour dire l'argent des retraites des travailleurs syndiqués au Québec ne devrait pas servir à créer des emplois ailleurs, devrait servir à créer des emplois ici au Québec. Donc, si on est Fonds d'Action, le Fonds de solidarité d'abord, Fonds d'Action ensuite. Là, je me suis dit, pourquoi l'argent de la philanthropie montréalaise irait financer Tesla, Amazon, Meta, qui ont besoin vraiment de plus d'argent, mais c'est ça en ce moment, quand on a des capitaux, des fondations investissent les capitaux de la même manière que tout le monde investit. Dans les marchés publics. Puis des marchés publics, des beaucoup d'actions américaines, tout. Puis je me disais, c'est un non-sens. Est-ce qu'on ne serait pas capable de créer un véhicule pour rapatrier ces capitaux-là qui sont investis n'importe où, puis qui essentiellement détruisent le monde qu'on essaie de construire avec la philanthropie? Ou de réparer. puis le ramener ici, puis investir dans du logement abordable, des choses comme ça. Donc, l'idée est venue comme ça. Fait que la première chose que j'ai faite, j'ai appelé Geneviève Morin chez Fonds d'Action, puis là, j'ai dit, hey, écoute, il faut que je te parle de quelque chose, tu vas me dire si ça fly mon idée, tu sais, ou pas. Puis quand j'ai parlé à Geneviève m'a dit, parle-en à personne, on va se faire voler l'idée. mais là, tu sais, ça, je vous parle, ça, c'est il y a 2 ans. Même, je me demande si c'est pas 3 ans. Puis là, tu sais, un coup que tu as cette grande idée-là, là, ça commence à être compliqué. Tu sais, vous le savez, il y a beaucoup de gens, là, parmi vous, qui êtes en finance ou en entrepreneuriat, tu as la grande idée, puis après ça, tu sais, c'est comme juste, il y a des obstacles. Mais l'idée là-dedans, c'est qu'avec la Fondation du Grand Montréal, ce qu'on espère faire, ce qu'ils espèrent faire, je ne suis plus là maintenant, c'est de créer un véhicule pour que des fondations montréalaises puissent prendre une partie de leurs actifs et l'investir dans un fonds d'impact qui va être déployé ici sur le terrain. Oui. Et donc, en faisant ça, on amène plus de capitaux, mais il va falloir aussi soutenir le milieu pour qu'il se développe plus de projets d'impact. Oui. Et donc, mais ça change le modèle d'affaires d'une fondation communautaire. Il y a 200 fondations communautaires au Canada environ. Le modèle d'affaires, essentiellement, c'est tu viens, tu déposes ton argent, puis on distribue ton argent, puis tu sais, on fait des subventions, tout ça. Il n'y a pas d'engagement actif du tout, là. C'est passif, généralement. Il y a de l'investissement d'impact. Des fois, il y en a qui ont acheté des bâtiments, il y en a qui ont fait des choses comme ça. Mais moi, ce que je vois, tu sais, ma vision, ce serait que dans 15 ans ou dans 20 ans, tu sais, une fondation comme la Fondation du Grand Montréal a 1 milliard et demi d'actifs. Et une bonne proportion, sinon la totalité de ces actifs-là sont déployés dans parce que les fondations communautaires sont place-based, c'est des fondations territoriales, géographiques. Donc, notre cause, c'est pas la santé, c'est pas l'éducation. Notre cause, c'est toutes les causes qui affectent une région, une ville, un secteur. Donc, tu sais, ça va prendre du temps pour se rendre là. Puis la difficulté que j'avais puis qu'ils vont avoir maintenant, tu sais, c'est que les gens, quand ils viennent créer un fonds philanthropique, c'est de l'argent que tu donnes. Mettons, tu as vendu ta compagnie, là, puis là, je sais pas, tu veux donner 1 million, tu arrives, tu crées un fonds à la Fondation du Grand Montréal, tu vas donner ton argent. L'argent, il appartient à la Fondation du Grand Montréal. C'est un don. Mais les gens voient ça comme leur argent, puis ils gèrent un peu comme ils gèrent leur fonds de pension, leur BA, tout. Fait qu'ils vont venir te voir, puis ils vont te dire, c'est quoi tes frais, puis c'est quoi tes rendements. Puis, tu sais, moi, ça me dérangeait parce que c'est un don. Fait que cet argent-là, tu ne devrais pas le gérer dans un objectif de rendement, mais dans un objectif d'impact du don. Et ça, moi, ça me dérangeait beaucoup, mais c'est excessivement difficile de prendre des gens. Puis ils ont un cerveau pour la finance, puis ils ont un cerveau pour les dons. Puis l'investissement d'impact, ça fait appel aux 2 cerveaux séparément. Puis les gens, ils sont habitués de classer dans une case ou dans l'autre. Tu sais, c'est un peu cette fameuse idée-là comme quoi il faut d'abord créer de la richesse avant de la redistribuer. Oui. Puis là, avec l'investissement d'impact, non, on redistribue la richesse en l'investissant. On crée la richesse. C'est la manière dont on crée la richesse qui change. Oui. Puis, fait que c'est ça. C'est toute l'intentionnalité derrière l'investissement d'impact. Puis je pense que ça, je pense qu'il y a un mouvement aussi qui est super intéressant, qui est de dire chaque fondation, moi j'avais travaillé à l'époque quand j'étais ici chez Real Ventures dans ce building, un de nos investisseurs dans notre fonds, c'était la fondation Mécano. Puis Erika Barbosa, qui est d'ailleurs rendue ici au bureau de famille Trottier, Eclipse, Erika était venue nous voir chez Real Ventures pour nous dire, bien moi je pense qu'à peu près 20 ou 25% de vos investissements, selon nos critères à nous, ça serait de l'investissement d'impact. Et moi, ça m'avait vraiment mis la puce à l'oreille. On a travaillé à peu près pendant 1 an avec différents groupes. Il y avait la Maison d'innovation sociale qui est impliquée. Il y a un groupe qui s'appelle Second News sur ce qu'on avait appelé le laboratoire de l'économie du futur. Puis c'était
un peu en parallèle de ces mouvements-là dans le mouvement philanthropique, c'était pour dire, OK, ben les investisseurs privés, les capitaux privés, le capital de risque, l'investissement pour du rendement, comment est-ce qu'il peut être utile, comment est-ce qu'il peut être un levier, un moyen pour amener des solutions à nos enjeux? Puis en quelque part, ça se rejoint dans le milieu parce que c'est la même intention. Ouais. C'est pas les mêmes mécanismes, c'est pas les mêmes moyens, mais moi, je vois là-dedans une grande opportunité de collaboration. Puis si on travaille ensemble sur des objectifs communs, ben que ce soit de la philanthropie ou de l'investissement privé, on va permettre à ces projets-là, à ces entrepreneurs-là, à ces développements d'arriver. Parce qu'il manque encore de moyens. Il y a beaucoup plus de besoins que de moyens, là, clairement. Puis by the way, petite plug, ce soir, ici même ou dans l'autre salle, je ne sais pas laquelle des deux, il y a un événement que Multitude organise. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Multitude, qui est un collectif là, qui est dédié à la transition socio-écologique, la démocratisation de l'économie. Donc, il y a des gens qui vont se réunir ici pour penser justement à c'est quoi des nouveaux modèles économiques, tout ça, parce que on va se le dire, le système économique dans lequel on est, il est brisé. OK? Moi, honnêtement, j'y crois plus. On m'a dit quand j'avais 25 ans, il faut d'abord créer la richesse pour la distribuer. Puis là, on est comme le PIB par habitant, donc la richesse par habitant, elle n'a pas doublé, là, mais disons, elle a probablement augmenté de 60, 70, 80 %. Puis tout le monde est comme, hey, aux États-Unis, ça a augmenté beaucoup plus. Oui, mais c'est tout dans les poches de 3 personnes, tu sais. Mais donc, la richesse par habitant, ici, elle a augmenté. Puis qu'est-ce qui arrive au bout de 30 ans? On n'est plus capable de se loger, on n'est plus capable de se nourrir. Les émissions de gaz à effet de serre sont en flèche. Donc, supposément que cette richesse-là devait servir à la répartir puis à régler les problèmes environnementaux, puis on n'a fait rien de ça, OK? Et moi, je pense qu'on est dans une crise en ce moment qui est une... Tu sais, la crise du logement, pour moi, c'est une crise du capitalisme, OK? C'est pas normal. Normalement, c'est un système économique qui devrait répondre aux besoins. Il me semble que le besoin de logement, il est assez clair, mais c'est pas un besoin qui est profitable. Et j'en sais avec Stéphane Morancy de Fondaction à un moment donné, puis il me disait, Karen, le système marche, personne n'a perdu d'argent encore. mais tu sais, on a des gens dans la rue, puis là, on s'ostine sur c'est la faute des gouvernements. Partout en Occident, il y a crise du logement. Ouais. Et la crise du logement, j'ai vu, tu sais, on cherche toujours à la décortiquer, c'est l'augmentation des coûts de construction, c'est ci, c'est ça, mais en fait, c'est essentiellement l'augmentation de la valeur foncière des terrains. Et donc, quand tu achètes le terrain, ben, pour rentabiliser ton logement, il faut que tu construises 40 étages au lieu de 10. Puis, vous voyez un peu le principe. Puis là, ben, tu fais des petits logements parce que les gens y investissent. C'est des fonds d'investissement qui achètent ça. Puis, à Toronto, il y a 26 000 logements vides. Donc, mais ça, ça marche là, parce qu'il y a des gens qui ont acheté ces logements-là, ils sont vides, puis ils vont les reflipper, puis tout ça. Puis la financiarisation du logement puis de l'immobilier, tout ça, en soi, c'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais rendu là où on est, si le système n'est pas capable de loger ces gens, puis qu'à cause de ça, les gens sont plus capables de se nourrir. Puis quand je vous dis ça, peut-être ça vous paraît exagéré, là, mais il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui ne sont plus capables de se nourrir parce qu'ils ne sont pas capables de payer la bouffe après avoir payé le logement. Oui. Puis là, c'est en train de séparer notre société entre the haves and the have-nots. Puis the have-nots, c'est tout le monde en bas de 30 ans. Puis tout le monde qui est un... Mais avant, les have-nots, c'était les gens qui n'avaient pas de job. Si tu avais un emploi, on me disait, ben écoute, si tu as un emploi, tu vas pouvoir avoir une maison, puis tout le moins élever une famille, tout ça. Le contrat social, il est basé là-dessus. C'est comme, décroche un emploi, trouve ton utilité dans le système, puis tu vas avoir une... Là, maintenant, tu travailles à temps plein, tu vis dans ton auto. OK? Puis ça, moi, je pense que ça vient briser l'affaire. Fait que l'investissement d'impact est important là-dedans, parce que l'investissement d'impact, c'est de dire, OK, plutôt que de mettre les capitaux dans de la spéculation, on va aller mettre des capitaux au travail pour des résultats concrets. OK? Puis, tu sais, des résultats concrets pour des gens aujourd'hui. Puis, tu peux avoir des très bons rendements. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des rendements conditionnels, tu sais. Mais ça reste que, je pense que c'est une autre façon de travailler l'investissement en se disant, notre économie, elle doit avoir un purpose, une intention. Une intention, une mission. Et moi, c'est la raison pour laquelle ça m'intéresse beaucoup, l'investissement d'impact, c'est aussi parce que ça démantèle des structures spéculatives du capitalisme qui font en sorte qu'on est en train de polariser économiquement les gens. Donc là, ici, on a une possibilité de
transformer des façons de faire, un petit peu comme quand Desjardins est né il y a un siècle. Desjardins est né de quoi? Desjardins est né parce que personne ne voulait prêter de l'argent aux fermiers, fait qu'ils ont pris leurs 5 cents, puis leurs 10 cents, ils les ont mis ensemble, puis ils se sont prêtés à eux-mêmes. Oui, c'est un modèle coopératif en plus. Ouais. Donc, cette innovation-là financière, souvent on parle des... on est tous dans les affaires, l'intelligence artificielle, les fintech, puis whatever, mais l'innovation financière, c'est aussi d'être capable de faire un projet de logement abordable qui marche financièrement dans un montage avec tes rendements, puis avec différentes catégories d'investisseurs, tout ça. Ça, pour moi, c'est une forme d'innovation qui est peut-être pas suffisamment valorisée. Qui n'est pas suffisamment valorisée. Puis pour moi, dans ce que tu dis aussi, ça m'interpelle puis on va en parler après, de l'engagement. Parce qu'il y a l'investissement d'impact, mais il y a l'entrepreneuriat d'impact. Et je pense que le V dans Civic, là, c'est pour vecteur. Ça veut dire que chacun d'entre nous, on peut aussi décider de développer un projet qui va avoir cet impact-là. Puis l'investissement d'impact, moi, je le résume de façon assez simple, c'est vraiment 2 volets. Comme l'investissement traditionnel, on veut faire des retours financiers, mais on veut faire aussi des retours extra-financiers. Fait que moi, je dis toujours, l'investissement d'impact, c'est extra. C'est tout ce qui est en plus, mais c'est par intention. Et donc, on ne va pas développer les choses de la même façon. Mais on va, comme tu disais, on a cette expression-là, concessionnelle, en anglais on dit « below market rate ». Pour bouger les capitaux, ça prend une promesse d'une certaine performance. Moi, de façon très naïve, quand j'ai essayé de monter mon premier fonds d'impact il y a 5 ans, j'ai rencontré des gens, j'ai dit « Qui est prêt à faire moins d'argent pour plus d'impact? » J'ai pas eu grand succès avec cette proposition-là, mais j'ai pas changé ce que j'ai envie de faire. Maintenant, ce que je dis, c'est que je vais faire oui, voici des rendements, et en extra, voici qu'est-ce qu'on va faire en plus. C'est plus de travail, c'est plus ça nécessite des changements systémiques aussi. Puis ça, j'aimerais parler un peu avec toi de collaboration, parce que je sais que dans la philosophie aussi de cet endroit, mais de la Fondation familiale Trottier, il y a cette idée de travailler avec les autres. Parce que, puis on parlait de Stéphane Morassi tantôt, je me souviendrai toujours, il avait cité une étude qui disait que pour les changements sociaux importants, ça prend juste 3 % de la population qui est convaincue et concertée. Fait qu'on n'a pas besoin de convaincre 97 % des gens. 3 % d'acteurs concertés et qui travaillent dans la même direction, ça fait des changements sociaux majeurs. Ça, c'est prouvé scientifiquement avec les études des changements dans le monde. Fait que ça fait partie de ce que tu fais aussi, de mettre en place ces collaborations-là avec d'autres fondations. Oui, bien, tu sais, j'espère le faire. Là. Ça fait juste 2 mois que je suis arrivé chez Trottier, fait que je suis encore en train de prendre mes marques puis d'apprendre comment utiliser les leviers nouveaux que j'ai maintenant. Oui. Mais ça reste que j'ai toujours souhaité, moi, avoir un impact à travers ce que je faisais. Puis plus le temps passe, puis plus je vieillis, plus je me radicalise dans cette approche-là. C'est-à-dire que je me rends compte que, d'abord, j'ai plus de pouvoir. Tu sais, dans notre carrière, à un moment donné, j'ai un ami, Guillaume Lavoie, qui est un ancien candidat aux élections municipales. Guillaume m'avait dit, quand tu connais des gens à 20 ans, tu les rencontres après ça à 40 ans, tu sais pas ce qu'ils sont devenus, mais ce que tu sais, c'est qu'ils ont monté dans l'échelle. Tu sais, Fait que là, à un moment donné, moi, j'arrive à un moment où j'ai monté dans l'échelle. J'ai plus de pouvoir que j'en avais. Fait que la collaboration, elle m'intéresse avec des gens qui ont une même intention de changement que moi. Tu sais, j'ai vraiment plus le goût de prétendre, puis faire semblant, puis appeler ça développement durable, puis dire, tu sais, comme ils font les entreprises avant, là, ils disaient, tu sais, puis ils ajoutaient dans une perspective de développement durable, ça voulait rien dire. Donc, je pense, les collaborations avec des personnes où tu as un alignement de valeurs, tu as un alignement d'intention, puis où tu es prêt à prendre des risques, OK, pour arriver à des résultats concrets. Puis, tu sais, je dis ça, puis, tu sais, c'est super abstrait. Si tu me demandais un exemple de ça, je ne serais pas nécessairement capable de t'en donner un. Bien, déjà, le fonds d'impact de la FGM, c'est un bon gros risque. Mais je pense qu'on a la chance à Montréal d'avoir une communauté relativement cohésive et mobilisée, alors que dans, tu sais, mettons, tu ne peux pas faire ça à Toronto de la même manière. En fait c'est un trait culturel. Moi, je prenais ça pour acquis à Montréal, que tout le monde faisait ça comme ça. Puis c'est en allant ailleurs que je me suis rendu compte que c'était une spécificité québécoise, en tout cas, ou montréalaise, là, de travailler de cette manière-là. Oui, on a un écosystème qui est différent, puis je pense qu'on a aussi une culture politique puis une culture économique
qui est différente. Notre rapport à l'argent n'est pas le même, historiquement. Je dis parce qu'on était catholique et on était pauvres. Ça explique bien des choses. Ça explique tout. Mais notre rapport à l'argent, notre rapport à l'État, notre rapport aux capitaux institutionnels, je veux dire, on a... Donc, l'idée comme quoi tu peux accomplir des choses collectivement avec de l'argent, c'est très différent dans le monde anglo-saxon. Ça ne veut pas dire qu'en fait, il y a beaucoup d'innovation, plus qu'ici, même en investissement d'impact. C'est pas ce que je veux dire. Le truc, c'est que pour l'idée de la collaboration puis de la concertation, ça vient plus naturellement ici. Et une des choses qui est fascinante, c'est... Moi, j'étais dans un groupe écologiste. Maintenant, je suis dans une fondation. J'étais dans un groupe écologiste. Je faisais campagne contre la Caisse de dépôt pour qu'ils désinvestissent. En même temps, je les appuyais pour le REM. Puis on se parlait tout le temps. Alors que dans d'autres endroits, tu es un ennemi, ou un adversaire ou un allié, tu n'es jamais quelque part entre les deux, puis on ne garde pas toujours le contact. Ça, cette capacité de faire ça ici, ça renverse les gens ailleurs dans le monde. D'être capable d'être à la fois concurrent et collaborateur ou adversaire et allié. Donc, je pense que Montréal, il y a quelque chose dans l'eau ici qui est différent. Oui, vous aussi. Je vois Caroline là-bas qui s'occupe du fonds Investi. Vous irez lui parler. C'est un exemple de ce type de collaboration-là où les investisseurs institutionnels se mettent ensemble pour aller dans une direction, une intentionnalité. On parle dans ce cas-ci de finances durables. On pourra faire une gradation, là, investissement responsable, finances durables, investissement d'impact. Mais cette idée-là de désinstitutionnel aussi. Puis on a la chance d'avoir, tu mentionnais Fonds d'action, le Fonds de solidarité qui est une force dans notre économie, des mouvements comme Desjardins. Et je pense qu'il y a cette tension-là entre un potentiel, mais ça reste la finance, un milieu super conservateur. Ah ouais, non, mais c'est terrible, OK. Puis c'est ça l'idée de la collaboration. Je vais vous donner un exemple. Avant de partir l'an dernier, Éric, il a monté un groupe qui s'appelle le Climate Champions. Quand je pense à ça, Climate Champions, c'est donc des fondations canadiennes qui ont fait un pledge ensemble pour donner sur le climat. Okay? Juste, on ne parle pas d'investissement ici, on parle de dons. Puis la collaboration est importante parce que là, l'annonce qui a été faite, c'est 450 millions. Donc, c'était le plus gros engagement philanthropique sur le climat. Mais pour amener des fondations à donner sur le climat, tu sais, des fondations, ce qui est simple pour eux autres, c'est donner à la conservation. Tu sais, c'est comme tu protèges les canards, tu plantes des arbres. Mais là, quand tu arrives dans le climat, c'est polarisé. Il y a des partis politiques qui n'aiment pas ça. Ils vont dire que tu es woke. Tu sais. Puis là, les comités de placement... Tu sais, encore là, on devrait ça aller là. Puis, en ce moment, j'ai lancé avec, avant de quitter la Fondation du Grand Montréal, avec les fondations communautaires du Canada, on a lancé un programme qui s'appelle Communities for Climate Resilience, qui va rassembler à peu près une quarantaine de fondations communautaires au Canada. C'est quand même pas pire, là. C'est 20% des fondations communautaires pour réfléchir à qu'est-ce qu'ils font sur le climat, mais pas juste du côté subvention, mais du côté rassembler la communauté, du côté de l'investissement, parce qu'ils ont tous des actifs. Puis là, ça aussi, c'est une collaboration importante parce que ça va venir outiller des gens qui sont souvent seuls et isolés au sein d'une fondation communautaire. Puis quand ils arrivent devant leur comité de placement puis qu'ils disent « Hey, il faudrait qu'on mesure notre empreinte carbone », ils se font dire « C'est quoi ces niaiseries-là? » Tu sais, Donald Trump, il vient de dire que c'est interdit. Et donc, la collaboration est importante parce que là, non, oui, mais tu sais, la Fondation du Grand Montréal ou la Fondation à Hamilton ou la Fondation à Winnipeg a fait quelque chose puis tout ça, puis là, tu réussis à tranquillement amener mais tu sais, c'est très difficile pour les gens de le faire de façon isolée. Non, puis c'est un acte social quand même, parce que si tu es capable de dire à la Ville de Québec, ben tu sais, il y a un fonds climat à Ottawa, il pourrait bien en avoir un à Québec, il y en a un à Montréal. Ou si la Ottawa Community Foundation est capable de faire ce genre de projet-là, tu devrais bien être capable à Sherbrooke de faire ce projet-là. Fait que tu sais, je pense qu'il y a l'exemple, mais il y a aussi une sorte de pression sociale positive. Peut-être en dernier segment, puis après, on va prendre peut-être quelques questions à micro ouvert, mais j'ai amené une couple de livres d'inspiration pour faire le décor. Il y en a un, c'est le tien, Lettre à une jeune écologiste. Qu'est-ce qui t'a amené à décider d'écrire un livre? C'est quand même un gars occupé comme toi. Je suis sûr qu'il ne manquait pas d'affaires à faire. Le problème d'un livre, tu sais, c'est qu'à un moment donné, tu as une idée.
puis ça te sort pas de la tête jusqu'à temps que tu as le livre. C'est physique dans tes mains. Oui. Mais dans ce cas-ci, c'est pas moi qui avais eu l'idée, c'est l'éditeur, c'est Kata Éditeur, puis tu sais, j'ai fait l'erreur d'accepter d'être un sandwich pendant la COVID dans un pack de NDG. Puis il m'a dit, j'aimerais ça, Karel, que tu écrives un livre sur ton expérience comme écologiste. Puis je suis comme, c'est pas intéressant, personne ne va lire ça, tu sais. C'est comme, j'envoie des emails, je rencontre des gens, je fais l'autoroute du vin en auto. Tu sais, c'est comme, tu sais, mais il y a plein de belles histoires, mais tu sais, la question, c'est comme, bon, puis quand il m'a proposé d'écrire ça, c'était en 2021, tu sais, rappelez-vous que c'était le début de la COVID, mais il y avait eu la mobilisation des jeunes en 2017, 2019, 2020. Et donc, c'était très, très fort. Fait que c'était l'idée, tu sais, de dire, ben faire un genre de passage de flambeau. Fait que j'ai écrit le livre, tu sais, assez vite. Tu sais, c'était la COVID, fait que on avait rien à faire. Puis maintenant, j'ai eu la COVID, puis j'ai écrit des 3-4 derniers chapitres parce que j'avais la COVID, puis je m'emmerdais. Donc, on est dans un autre... Puis, tu sais, là, j'ai encore déjà une autre idée de livre qui ça m'achale bien gros. Puis là, j'ai créé un document poubelle là, pour mettre toutes les idées dedans parce que j'ai fait mon calepin de notes qui avait toutes les idées du livre. Mais donc, c'est arrivé comme ça. Mon prochain livre va être pas mal plus dur. Oui. Oui, parce que le contexte a changé. Oui. OK? Puis je pense que le contexte a changé d'une façon où, en ce moment, on prend conscience qu'on n'est pas totalement libre. Oui. On cherche des façons de résister, puis on cherche aussi des façons de construire une société différente. Puis on ne sait pas par quel moyen, parce que la révolution mondiale, ça n'arrivera pas. Là, donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et donc, je réfléchis beaucoup à ça. Depuis l'élection de Donald Trump, comme ça, sûrement comme beaucoup de gens, j'ai paniqué pendant 1 mois et demi jusqu'à temps que ma blonde me dise arrête de lire les médias américains, puis ça m'a fait beaucoup de bien. Puis, tu sais, ça m'a fait réaliser à quel point c'était important de libérer notre tête. Donc, c'est ça. Puis, c'était un peu le point de départ de ce que j'ai écrit. Tu peux pas être efficace si tu n'es pas capable de faire le ménage de ce qui t'est mis dans la tête par les algorithmes qui contrôlent tout ce qu'on voit. Puis, maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va être pire. Donc, oui, c'est ça. Fait que j'ai écrit ça, puis ça a été le fun. J'ai rencontré des jeunes, mais je dirais que la plupart des gens qui l'ont lu, c'est pas des jeunes. Mes 2 enfants ne l'ont pas lu. Faudrait que tu fasses une version TikTok ou quelque chose. Ouais, puis je suis vraiment pas le bon messager. Mais j'ai quitté le mouvement écologiste en 2020, mais j'avais pris ma décision à la fin 2019 pour 2 raisons. La première, c'est que j'étais épuisé, j'étais plus capable. Et tu sais, donc ça me menait à une démotivation, puis je n'étais plus capable de porter le discours qui disait « Let's go, gang, on va y arriver, il ne faut pas traverser la prochaine ligne rouge », parce que tu sais, c'est comme on avait traversé toutes les autres lignes rouges. Toutes les fois qu'on disait « Traverse pas la ligne rouge, là, parce que ça va aller mal, traverse la ligne rouge, traverse pas ». Tu sais, j'étais pas capable de porter ce discours-là parce que, à beaucoup d'égards, il était trop tard. Puis, tu sais, on le voit, il est trop tard pour beaucoup de choses. David Suzuki a encore réussi à faire paniquer tout le monde cet été en disant qu'il est trop tard. Il n'y a pas tard, tu sais. C'est juste, il ne faut pas le dire. Ça démotive le monde. Mais donc, il y avait ça, tu sais, puis beaucoup de tristesse aussi de voir autour de moi ce qui disparaissait. Puis en même temps, je me disais, là, rendu où on est là, ça prend d'autres mondes que moi, des gens plus jeunes, plus radicaux, qui vont se battre, tu sais. Puis en 2019-2020, c'était logique. Arrive la COVID, arrive après ça la désinformation, arrive Donald Trump, puis là, aujourd'hui, les jeunes, ils sont désabusés, ils sont moins mobilisés qu'ils l'étaient, parce qu'ils sont aussi influencés par un univers médiatique. Tu sais, donc, comment ça se fait que les jeunes, en 2019, ils étaient là, puis aujourd'hui, ils sont ailleurs? Parce que c'est pas les mêmes jeunes. Tu sais, ton jeune qui avait 16 ans en 2019, le jeune qui a 16 ans aujourd'hui, là, il avait 10 ans en 2019, donc il s'est politisé à une autre époque. Complètement. Avec d'autres moyens. Oui, donc c'est pas que les jeunes ont changé d'idée, c'est que c'est plus les mêmes jeunes, puis ils se sont politisés dans l'isolement de la COVID, puis dans la désinformation. Donc, tu sais, si j'écrivais un livre aujourd'hui, je suis pas sûr que j'écrirais L'être un jeune écologiste aujourd'hui, parce que je sais pas, je savais pas quoi leur dire. Je pense pas que je les connais autant que je les connaissais il y a 5-6 ans. Peut-être que la prochaine chose, c'est de leur donner la parole, de les soutenir, de les appuyer. En tout cas, mon éditeur, j'ai un projet de conte de Noël illustré
Tu sais que lui, probablement, je vais le faire, puis j'y avais promis un texte pour mars, le dernier. Puis, mais tu sais que j'essaierai d'écrire ça, un conte de Noël, en février. J'en ai un, je l'avais publié en 2012, il faut que je le raccourcisse, puis tout ça. Fait que là, tu sais, comme après l'Halloween, moi, je commence la musique de Noël, fait que je vais commencer... Tu vas être dans le bon mood. avec un peu de chance, là, à Noël 2026, ouais. Un conte de Noël, tu sais, puis là, je vais m'adresser à des jeunes enfants, mais c'est pas ça en réalité, c'est leurs parents qui vont le lire, tu sais. Oui. Puis ça va être pour donner de l'espoir, puis donner... Ben, on a besoin de cet espoir-là. Moi, j'ai une entrevue marquante que j'avais écoutée, Claire Nouvian, qui est une OBNL pour la protection des océans, qui était sur un podcast, disait « Moi, je n'ai pas d'espoir. Je sais ce qui se passe. Je vois comment on traite les océans, la vie marine. Je n'ai pas d'espoir, mais j'ai de l'énergie. Je sais ce qui me donne de l'énergie. Puis ce qui me donne de l'énergie, c'est de travailler avec des gens qui veulent faire une différence. » Puis je pense que ça, c'est une distinction importante. Tu sais, c'est comme un peu le post-éco-anxiété. Ouais. Une fois que tu as l'anxiété dans le tapis, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ne peux pas rester de même toute ta vie. Il faut que tu trouves un autre. La difficulté qu'on a, c'est quand tu constates que ça va vraiment mal, OK? Puis là, tu sais, en ce moment, on est comme en 1938, tu sais. Tu sais, ça va pas bien. Tu sais, c'est comme... on est en 1938, mais avec la destruction irréversible de la planète, tu sais, par-dessus, puis l'intelligence artificielle, tu sais. Fait que là, tu fais comme, ouf, OK? Puis le truc là-dedans, tu sais, c'est que... Puis j'ai eu, tu sais, tous les gens il y avait des tabous il y a une dizaine d'années, tu sais, dans le mouvement écologiste, tu ne pouvais pas dire, tu sais, hey, qu'est-ce qu'on fait s'il est trop tard, tu sais, ou c'est quoi ton plan pour le... Il y a beaucoup qui ont des plans, ils ont acheté des terres, puis là, tu sais, puis moi, là, c'est quoi ton plan, Karel? Parce que moi, mon plan, ça s'appelle la société, tu sais, c'est comme... Moi, tout seul, je ne survis pas, c'est sûr. J'ai besoin d'avoir du monde autour de moi. Je trouvais ça beau parce que David Suzuki, cet été, il disait, quand je l'ai rencontré, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu, puis on a jasé un peu, puis il dit, le geste environnemental à poser désormais, c'est d'aller cogner à la porte de vos voisins pour savoir c'est qui est une infirmière, c'est qui peut réparer ta chaudière de chauffage, c'est qui est je sais pas moi, qui peut t'aider à faire des vêtements, qui connaît le jardinage, tu sais. Puis j'ai trouvé ça super beau parce que quand je me promène dans les milieux écologistes, tu sais, de transition un peu radicaux au Québec, les gens sont rendus là. Tu sais, c'est comme, ça marche plus ce système-là, puis il faut comme préparer le système auxiliaire, tu sais. Mais en même temps, quand tu fais ça, sans t'en rendre compte, tu rencontres des gens, puis tu vas à l'encontre de tout ce qui nous isole puis nous polarise. Puis, tu sais, si vous avez la chance d'aller voir le film George Orwell, 2 plus 2 égale 5, je ne sais pas s'il est encore au cinéma du Parc, là, mais... puis si vous avez étudié un peu comment les tyrannies s'installent, c'est les gens, ils s'isolent, puis même... puis il y a le livre Timothy Snyder, On Tyranny, qu'il faut lire, là. Moi, j'ai lu la version bande dessinée. Mais il dit qu'à un moment donné, dans des dictatures comme ça, les gens, ils baissent les yeux, ils ne se regardent même plus quand ils se croisent sur le trottoir. Puis moi, ça a été vraiment, vraiment parlant, ça, parce que tranquillement, on glisse dans un monde comme ça. Tu sais, tu es dans ta voiture, tu vois pas les gens. Je disais à des gens cette semaine, j'étais dans les Laurentides pour une conférence. Tu sais, quand tu vas chez Tim Hortons, tu dis bonjour aux gens. Tu sais, ou chez Costco, non? On s'en va vers un monde tranquillement comme ça. Puis la réponse à ça, c'est de comme recommencer à nouer des liens. Puis juste pour finir, c'est la question de l'espoir. Je sais pas l'espoir, oui ou non, mais je sais qu'il y a une chose qu'il faut préserver à tout prix, c'est la joie. Parce que le jour où ils éteignent ta joie, c'est fini. OK? Tu vas déprimer, puis là, en ce moment, on a beaucoup de problèmes de santé mentale dans le monde dans lequel on vit. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens dont la joie a été éteinte pour toutes sortes de raisons. Mais, tu sais, ça finit avec la fameuse image, je pense que c'est José Blanchette qui parlait de ça dans Le Devoir, il y a 2 semaines, tu sais, on va tout aller danser sur le volcan en éruption. Puis moi, j'aime beaucoup cette image-là, tu sais. Tu sais, ça peut être la fin d'un monde, puis le début d'autre chose. Puis le truc, c'est que, tu sais, on parlait de collaboration tantôt. Il y a de la joie dans la collaboration. On parlait d'innovation, il y a de la joie dans la nouvelle idée que tu as. Il y a toujours de la joie là-dedans, il y a de l'excitation, il y a tout, tu sais, puis quand ça t'anime, déjà, le monde est un peu moins gris. Oui. Donc j'y crois beaucoup. Ça paraît peut-être un peu, je sais pas là, fleur bleue ou Hallmark. Non, mais ça vient chercher le meilleur de nous.
Tu sais, aussi, la joie, ça vient chercher le meilleur de nous. Puis c'est peut-être une thèse d'investissement. S'il y a des gens dans la salle qui se cherchent à investir dans la joie, ça, c'est peut-être quelque chose à développer. Mais, tu sais, je faisais la blague, j'étais sur un panel, justement, d'intelligence artificielle pour la Ville de Montréal, puis je disais, même les Américains qui viennent ici, ils savent c'est quoi joie de vivre. Puis ça, il ne faut pas le perdre, parce qu'on l'a quand même culturellement. On a cette fibre-là. Puis en plus, des fois, moi, je raconte, j'essaie d'expliquer Montréal à du monde, puis je leur dis, Montréal, là, tu droppes une bombe là-dessus, puis le lendemain, ça recommence à pousser, tu sais. Puis dès que tu offres quelque chose à Montréal, n'importe quoi, n'importe quelle activité culturelle, sportive, ça se remplit, il y a toujours du monde tout le temps, partout. Donc, il y a quelque chose de très grégaire à Montréal. Mm-hmm. Mais je vais juste finir sur la question de la joie, parce que je veux boucler toute la boucle. Les 2 personnes qui m'ont ouvert les yeux là-dessus, c'était 2 des leaders étudiants de 2019, donc Dali Lauzon, puis, mon Dieu, une autre que j'oublie, mais ça va m'en revenir. Puis, je les avais rencontrés en 2021, puis là, je leur disais, mais là, il faut commencer à mobiliser, il faut que vous ayez des objectifs clairs, il faut que vous ayez, tu sais, comme une stratégie, tatata. Puis là, tu sais, je les voyais les 2 à l'autre bout, là, c'est sur Zoom ou whatever, puis ils étaient comme... Fait qu'à un moment donné, il y en a une des 2, tu sais, qui m'a dit, Karel... je les connaissais parce qu'en 2019, nous, à Fondation Suzuki, quand on a vu tous ces talents-là émerger, on les a tous engagés, puis on leur dit « Faites ce que vous faites ». Tu sais, tout d'un coup, nous autres, la théorie de changement, c'est on va donner du pouvoir à du monde qui a de l'élan, on va leur donner un salaire. Oui. Tu sais. Et donc tu sais, la relation a daté de cette époque-là. Puis là, ils m'ont dit « Karel, on n'est plus capable de ça. » Puis le chemin le plus court pour remobiliser les gens, c'est de faire un festival avec la musique, la danse, des gens autour d'un feu. Puis là, ça m'a flashé, c'est que on passe beaucoup par la tête, puis si tu passes par le cœur, c'est peut-être le chemin le plus rapide. Puis donc, la joie peut mener... La joie, l'humour, toutes ces choses-là sont très, très subversives dans le monde dans lequel on est en ce moment. Vous ne voyez pas souvent rire la gang à Trump, hein? Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut en rire. C'est une arme de changement massif. Arme de changement massif. Peut-être quelques questions pour terminer. Oui, je vais vous passer mon micro parce qu'on enregistre. Venez ici, au centre. Isabelle, toujours prête. Vous êtes... Avec son sourire, avec la joie. Salut Karel, Isabelle Thibault, directrice générale de l'Esplanade Québec. Nous, on représente les entrepreneurs d'impact. Vous parlez depuis tantôt d'investissement d'impact. Mais de l'autre bord, il y a les entrepreneurs d'impact. Moi, je veux savoir, Karel, as-tu des exemples à donner? Parce que tu viens du milieu de la philanthropie. Il y a la philanthropie, puis il y a l'investissement, puis c'est 2 mondes qui ne se parlent pas beaucoup. Mais nos entrepreneurs d'impact, puis on en a accompagné au-dessus de 380 dans les 10 dernières années, ils ont besoin des 2 en même temps. Il y a la course contre le financement, d'aller cogner à la porte de la Fondation Trottier. On l'a essayé nous-mêmes, on a eu un nom d'ailleurs. La prochaine fois, on va avoir un oui, mais c'est une course à obstacles sans fin. Puis l'entrepreneur, il fait ça souvent à temps partiel. Quand il démarre, il a comme sa job pour payer son loyer, puis il démarre. Est-ce qu'il y a des exemples, puis il y a une volonté pour les grandes fondations, puis les fonds d'investissement de travailler ensemble pour dire, moi j'investis 100 000, puis toi, tu donnes 50 000 en philanthropie ou 100 000 pour payer le salaire de ce monde-là. Est-ce que ce mix-là existe? Ça existe. Puis, à Montréal, concrètement. Ça s'appelle le finance mix, mais tu sais, c'est difficile encore, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que tu es une fondation, OK? Puis là, tu as des gens qui disent, écoute, moi, j'aide des réfugiés qui n'ont pas de place pour dormir, puis j'aide des authors. Puis j'aide la santé des enfants, puis tout ça. Puis à un moment donné, quelqu'un dit, moi, là, j'aide des entrepreneurs qui vont lancer des entreprises. Puis là, tu dis, bien, le prix, il y a des mesures de soutien pour les entrepreneurs. Là. Je veux dire, le gouvernement s'en occupe, il y a des banques, il y a tout ça. Fait que la proposition pour la philanthropie, quand tu arrives juste avec ça, ça marche pas. Si tu arrives avec l'idée comme quoi, mettons une fondation philanthropique commence à dire, on va faire... Je pense que mes canaux sont rendus bien avancés là-dessus, c'est-à-dire que, tu sais, ils font un virage 100% impact, puis ils vont venir peut-être essayer de faire du field building en même temps pour avoir des entrepreneurs et des projets d'impact. C'est un peu ce que la Fondation du Grand Montréal va essayer de faire. Pourquoi? Parce que, tu sais, ils vont vouloir générer des projets sur le terrain, tu sais, qui vont lever.
Fait que ça va exister, mais il faut que ça fasse partie d'une stratégie globale pour la Fondation, alors qu'en ce moment, effectivement, le placement puis les subventions, c'est souvent séparé. Puis, tu sais, nous, chez Trottier, tu sais, il va falloir que je travaille avec l'équipe d'Eclipse pour voir comment on fait ça, tu sais, parce que notre conseil d'administration, c'est pas nécessairement comme ça qu'ils ont conçu la Fondation il y a 25 ans, là, tu sais. Mais je le vois très bien. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel là. T'sais. Puis il y a une évolution de ça aussi, là, on dit blended finance en anglais, finance mixte. C'est intéressant de regarder ce qui se passe aussi en Europe, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a des modèles qui émergent. Puis je pense qu'on a besoin aussi de ces exemples-là. On reste on peut les penser en théorie, mais ça aide toujours de voir, OK, eux, comment ils l'ont fait. Comment ça se passe ici. Puis, tu sais, je pense qu'on a des fondations comme la Fondation familiale Trottier ici, qui sont des leaders, fait que on devrait voir émerger ces choses-là, mais souvent, c'est dans ces rencontres-là où il y a plusieurs fondations qui sont ensemble, où tu sais, moi je comprends ce goût-là. Puis c'est la même chose avec l'entrepreneuriat, là, les idées ne sont pas complètement formées, fait qu'il faut se donner le temps, mais si on s'en va dans la même direction, moi je pense qu'on va arriver à quelque chose d'assez impressionnant dans les prochaines années. On sous-estime toujours le changement à court terme. On pense que ça va aller plus vite, mais l'effet compounding effect, comme on dit, l'effet exponentiel à long terme, c'est pas vrai juste en finance, c'est vrai en changement social aussi. Est-ce que l'expert peut faire avoir une possibilité de prêter? Bien, en fait, c'est les fonds en général, comme un fonds privé de capital de risque. Pourquoi j'ai décidé de partir du fonds de capital de risque où j'étais pour aller ailleurs, c'est que les investisseurs dans mon fonds de capital de risque en technologie, ils nous ont donné une mission, puis on a un contrat d'ailleurs qui est comme 85 pages, si vous en avez déjà lu un. Puis il faut suivre les règles-là, puis c'est ça, l'argent est là pour faire ça. Puis pour que ça change, bien, il faut faire des nouveaux fonds. Il faut peut-être essayer d'en faire un autre un jour. Des nouveaux fonds qui disent, non, moi, ce que je veux faire, c'est ça, plus ça. Fait que, tu sais, je pense que il y a aussi, ce que Karel mentionnait, il y a beaucoup de ces fondations familiales-là, du côté de la philanthropie, qui sont en place depuis 20 ans, 30 ans, 40, 50 ans. Puis là, il y a quelque chose qui est intéressant, on voit la nouvelle génération. Moi, dans les dernières années, j'ai eu plein de conversations super intéressantes avec les nouvelles générations. Ils l'appellent la G2 ou la G3 dans les familles, là, mais les gens qui arrivent à 30 ans, 40 ans et qui arrivent avec des objectifs similaires à ce que la fondation familiale veut faire, mais peut-être un peu différent, justement, parce que c'est un certain renouveau, puis il y a quelque chose de beau là-dedans qui est en train d'arriver, mais c'est pas super visible encore. C'est un peu caché, parce que toutes ces fondations-là, les bureaux de famille, ça reste des gens qui sont très privés, puis qui s'exposent pas sur la place publique pour plein de bonnes raisons. Fait que tu le sais pas, là, tu t'en vas dans un petit building, puis là, ça s'appelle BFC, mais ça, c'est le bureau de la famille Coutu. Je ne dirais pas combien d'argent ça représente, mais ça représente beaucoup d'argent. Mais vous ne les trouverez jamais nulle part. Là. Ils ne sont pas en train de donner des conférences, ils ne sont pas en train, mais ils font plein de choses. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut trouver aussi le moyen de faire des milieux où les différents acteurs, comme les fondations familiales, comme les fonds d'investissement, peuvent venir soutenir les entrepreneurs, mais ça, c'est à nous de le développer. Nous, on va faire creuser des douves, puis on va mettre un pont-levis dans la maison de notre man, notre bord. Parce que, tu sais, ça rentre en délugeant chez les Trottiers. Tu sais, moi, depuis que je me suis joint à la Fondation, oui. J'ai 3 invitations par jour, tu sais. 5 jours sur 5, tu sais, puis toutes les... Tu sais, fait que, tu sais, 90 invitations par mois, tu n'y arrives pas, là. Oui. C'est juste pas possible. Puis je comprends tout ça, c'est la visibilité qu'on a, la réputation qu'on a qui attire. Oui. Mais c'était tellement devenu une charge mentale pour l'équipe que quand je suis arrivé, après je pense que j'étais rentré à mon jour 12, puis j'ai dit, OK, gang, on va fermer le portail de subvention. Ouais. Parce que vous êtes en train de mourir. Donc, peux-tu faire ça? On va faire ça. Tu sais, des fois, c'est ça. Donc, il faut se regrouper pour... Il y en a qui se cachent. Nous, on ne veut pas se cacher parce qu'on travaille en collaboration. Tu sais, donc, on est dans un écosystème. Mais ça vient avec beaucoup d'attentes envers nous, surtout qu'on est à peu près les seuls qui restent là, sur le climat avec les gouvernements qui se désengagent, tu sais. On n'a pas parlé de ça, tu sais, mais c'est assez scandaleux en ce moment ce qui se passe à Ottawa et à Québec. Right. Je prends cette balle au bon. Donc, Rebecca Pétrin, directrice générale d'une ONG pour la protection de l'eau au secours. Bonjour, Karel. Merci de ce témoignage. Je me vois beaucoup là, dans le rôle... de votre rôle à la Fondation David Suzuki. Justement, j'essaie de me demander, je suis où dans l'épuisement par rapport à mon changement de poste.
Il y a une chose qui m'a interpellée, là, c'est le 3 % d'acteurs concernés. Donc, notre piège, nous, dans les ONG, c'est de toujours aller chercher les mêmes convaincus, puis finalement, on n'arrive pas à sortir de ça. Mon intérêt, justement, pour venir participer là, aux échanges dans le milieu de la finance d'impact et autres, qui n'est vraiment pas normalement notre créneau là, des ONG, c'est justement dans cet esprit de collaboration-là. On est dans une phase difficile en ce moment où il y a beaucoup de désengagement des gouvernements en matière d'environnement, tous les paliers, à peu près juste le municipal là, qui continue à être engagé parce que c'est eux qui sont au front. Comment est-ce qu'on fait pour, ensemble, exiger plus de normes, plus de critères, plus de lois, en fait, pour protéger l'environnement? Parce que il me semble que si on est des investisseurs en protection de l'environnement, puis que la réglementation, en fait, s'effondre, il n'y a pas d'intérêt à investir là, pour les entreprises. Donc, est-ce qu'il y a des travaux justement qui sont faits pour essayer de colliger le travail que les protecteurs de l'environnement, de la société civile défendent, le milieu des investissements, de l'entrepreneuriat, parce qu'au final, on veut toute la même chose, mais on a de la difficulté à passer le même message, et encore trop souvent, déréglementation rime avec meilleure économie, parce que là, quand on met des lois et des règlements, on freine l'économie, donc on se bat beaucoup contre ça. Il y en a qui font le pont. Là, je pense que Jérôme Duprat, chez Habitat, il fait le pont entre le milieu de l'investissement, le gouvernement, puis le terrain. Il y a des gens qui font ça. Moi, je veux juste comme vous dire ce que je pense actuellement. On nous dit « Ah, l'environnement, c'est plus dans les priorités des gens. » Ça a descendu parce que maintenant, ce qui est important, c'est le logement. T'sais. Fait que là, on est dans un système qui précarise tellement les gens que les gens, on les force à choisir entre le logement puis l'avenir de leurs enfants ou le logement puis cette question-là, elle est complètement débile, puis elle est utilisée par les politiciens depuis toujours. Parce que quand l'environnement était numéro 1, il en faisait un petit peu, mais pas gros. OK? Il n'arrêtait pas de faire de l'économie, puis il n'arrêtait pas de faire la santé puis l'éducation. Puis là, l'environnement descend, puis là, ils sont comme, non, l'environnement, maintenant, c'est plus une priorité des Québécois puis des Canadiens, fait que là, on arrête d'en faire, puis... Fait que là, à Québec, en ce moment, c'est quoi les 2 dossiers les plus importants? C'est la laïcité et l'immigration. OK? Avez-vous vu le sondage dans la presse avant hier? Il y a 3 % des Québécois pour qui c'est une priorité. C'est la priorité. L'environnement est bien en haut de ça. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut caler bullshit, quand on entend des choses comme ça, La difficulté, c'est comment on fait ça, parce que les autres formations politiques aussi sont en train d'abandonner l'environnement dans leur... En fait, on n'a pas de... Il n'y a pas de représentativité politique de l'environnement, à quelque part. Non, c'est ça, tu sais. Fait que, mettons, Québec solidaire a fait sa dernière campagne à fond de train sur l'environnement, puis, ils n'ont pas monté. Le Parti québécois avait une plateforme en environnement qui était excellente, puis déjà, ils ont dit, on n'aura pas, on va reculer. Puis... à quelque part, à un moment donné, ça parlerait des coups de pied dans le derrière de tout ce monde-là, pour leur dire « comment », Puis, mais le truc fondamental, c'est que nos concitoyens, pour qui l'environnement, c'est une priorité relative, c'est là, quand ils entendent que c'est pas une priorité pour leurs voisins puis pour les autres, ils font comme, c'est plus une priorité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ces sondages-là conditionnent aussi, ils représentent l'opinion. Je suis pas en train de dire que les sondages nous manipulent, là, comprenez-moi bien, mais ils conditionnent aussi l'opinion, puis les politiciens, après ça, ils vont utiliser une affaire ou l'autre. En ce moment, je n'ai pas la solution, OK? Je ne sais pas quand est-ce qu'on va... comme là, on tombe, puis je ne sais pas quand est-ce qu'on va frapper le fond, puis que là, on va recommencer à monter. J'espère que l'élection municipale va aider à faire ça, parce qu'au municipal, il y a beaucoup de gens... beaucoup d'élus et de candidatures très écologistes, puis quand ils transforment les villes, quand ils font des choses comme ça, ils sont en train de montrer un peu à quoi ça peut ressembler, la transition socio-écologique. Donc, je pense que on a peut-être un gain potentiel là, parce que particulièrement quand on parle de la gestion de l'eau, les municipalités, c'est quand même important, les MRC. Si on est capable d'envoyer des gens progressistes sur des MRC, ça va être le fun, Non, puis c'est au premier degré, l'action environnementale, la gestion de l'eau, des territoires, ça se fait au niveau municipal beaucoup. OK, dernière question, ici, puis après on va conclure. Petite question en termes de mots, mais grande en termes de sens.
Il y a maintenant des lois contre la radicalisation. Le gouvernement du Québec et du Canada sont allés dans le même sens à ce niveau-là. Toi, tu dis que tu t'es radicalisé. C'est quoi être radical pour toi? C'est drôle parce que, tu sais, drôle. Il y a une partie que, tout d'un coup, être radical, tu sais, comme Donald Trump, il a dit, tout le monde qui est antifasciste, c'est des terroristes. Puis là, il y a des maisons d'édition au Québec qui ont répondu, si vous n'êtes pas antifasciste, vous êtes quoi? OK. La radicalité, tu sais, dans son sens le plus noble, c'est l'idée d'aller à la racine des enjeux, OK? Puis ça fait longtemps, tu sais, que j'ai une certaine radicalité, c'est-à-dire, tu sais, je me battais contre des pétrolières il y a 15 ans, tu sais, puis tout ça. Mais là où je suis rendu, comme je vous dis, moi, je suis rendu, j'ai passé le point de cassure où je considère que le système capitaliste qu'on a, il ne fonctionne pas, OK? Ajoute l'intelligence artificielle là-dessus, ça va être un bordel innommable, OK? Et j'ai fait le cours avec Yves-Marie Abraham sur la décroissance économique au HEC l'hiver dernier. C'est pas tellement que c'est pas que ça m'a changé ma perspective, c'est juste que ça m'a aidé à documenter des intuitions ou des opinions que j'avais déjà avec du contenu scientifique, OK? Et ce qui m'a vraiment, tout d'un coup, fait pencher comme de l'autre côté. D'abord, en termes de liberté individuelle, j'ai toujours été radical. T'sais, moi, le jour où il y a un fasciste qui va me dire « t'as plus le droit de parler », je vais crier, OK? Mais tu sais, c'est dans le sens où je pense que ça a toujours été clair dans le fond de moi. Mais du point de vue, tu sais, économique, ou du point de vue de la pensée économique, sociale, à un moment donné, ça m'est apparu très clairement que pour vivre, le capitalisme a besoin de croissance. S'il n'y a pas de croissance, le système ne peut pas fonctionner. Pendant longtemps, moi, j'ai pensé, est-ce qu'on ne peut pas avoir une croissance qui est immatérielle? Puis, tu sais, cette idée-là du découplage de la croissance puis de la matérielle, en fait, ça n'existe pas. On consomme toujours plus de ressources matérielles. Donc, l'empreinte matérielle de l'humanité, elle augmente toujours dans un système qui est fermé. Fait que le problème, c'est... Puis là, fait que ça, c'est la première démonstration. Le capitalisme ne peut pas vivre sans croissance. Puis l'autre côté, c'est la planète ne peut pas vivre avec la croissance infinie. Fait qu'à un moment donné, il y a un choix entre les deux qui doit être fait. Avant, je l'avais en tête, je me disais, c'est vrai, c'est pas logique, ça marche pas, tout ça. Mais à un moment donné, comme j'ai réussi à le prouver par des chiffres, puis à comprendre que tout ce qu'on nous a parlé, le découplage, tu sais, en ce moment, les énergies renouvelables, ils dépassent, c'est comme 80% des investissements d'énergie dans le monde, c'est des énergies renouvelables. Le problème, c'est qu'ils ne remplacent pas les fossiles, ils se rajoutent. Donc, la transition qu'on nous promet, elle ne fonctionne pas. Puis avec l'intelligence artificielle, il y a 250 milliards par année qui vont dans l'intelligence artificielle en ce moment. Si on avait juste ça dans la transition écologique, ça serait réglé. Donc, le système n'envoie pas l'argent là où ça répond aux besoins de l'humanité. Fait que oui, je me suis radicalisé parce que maintenant, tu sais, je suis assez chanceux. Quelqu'un me disait récemment, tu sais, Karel, tu sais, t'écris dans l'actualité puis tu dis les choses de façon tellement décomplexée, je sais pas comment tu fais. J'ai comme créé un espace dans ma vie où j'ai de la liberté de parole. OK? Je suis chanceux parce que j'ai vu récemment le show de Catherine Politique 101, puis, tu sais, elle raconte dans ce spectacle-là que beaucoup de gens, des centaines de personnes lui ont écrit en lui disant « Je n'ai pas de liberté de parole parce que dans mon contrat d'emploi, tu sais, l'exigence de loyauté, l'exigence de retenue, de ci, de ça. Donc, on a des libertés garanties par les chartes, mais pour occuper un emploi, on est obligé de signer un contrat, puis ce contrat-là nous enlève notre liberté. Moi, j'ai beaucoup de liberté. Fait que, tu sais, ma radicalité, elle passe par qu'est-ce que j'ai compris, puis maintenant, ce que je m'autorise à dire. Oui. Tu sais, j'essaie d'ouvrir un espace pour que les gens disent « Ah, ben, tu sais, si Karel Méran dit ça, peut-être que moi aussi, j'ai le droit de le penser. » Fait que c'est un peu comme ça que je me radicalise. Tu sais, mais je peux vous dire là, que le jour où il essaie de passer un pipeline ici, je vais aller me faire arrêter. Oui. Tu sais, puis ça aussi, maintenant, j'ai de la chance de pouvoir me faire arrêter, tu sais, puis... mais je l'ai jamais fait, hein, tu sais. Steven, il a été arrêté je sais pas combien de fois. J'ai plein... Ça l'a pas empêché de devenir ministre. Moi, j'ai toujours été un petit peu chicken là-dessus, tu sais. Mais je pense que il y a un moment donné, c'est Michel Chartrand qui disait il faut risquer sa peau pour la sauver. Mais, tu sais, là, je suis pas encore tout à fait rendu à faire ce pas-là parce que, foncièrement, je suis peureux. C'est plus facile d'être caché dans un livre que d'être sur la ligne de front. Mais moi, je soutiens les gens qui sont sur la ligne de front, les gens qui font de la désobéissance civile. Tout ça, je pense que c'est justifié. Oui. C'est ça. Fait que puis en plus, tu viens de me donner une autre bonne raison d'être entrepreneur. Vous êtes votre propre boss.
Fait que vous pouvez bien dire ce que vous voulez. Merci, Karel, pour la conversation ce matin. Merci pour l'accueil.